Bon matin tout le monde. Donc, on est 6 personnes déjà arrivées sur 12, donc on va attendre. Je suis désolé, je ne comprends pas, Julie, qu'est-ce qui s'est passé sur le... Il y a eu une problématique entre votre inscription et le lien. Est-ce que c'était bien avec nous, la promotion de la santé? Bonjour Brenda. Oui, je comprends pas où a été l'erreur. Nous, ça avait été affiché depuis une semaine que c'était la cyberdépendance. Fait que je ne sais pas le cours sur la distanciation sociale, le stress, le lien avec la distanciation sociale. Qu'est-ce qui est arrivé à cette formation-là? J'espère quand même que vous allez trouver votre compte sur la cyberdépendance. Je ne sais pas si vous allez rester malgré tout parmi nous. Excellent. Donc, si tout le monde décide de rester, tant mieux. Donc, je vais débuter tranquillement pour me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Je vais remettre ma caméra. Donc, je m'appelle Étienne David-Fortin, spécialiste en promotion de la santé dans la région de Montréal. Plus précisément, je travaille à l'École de leadership et de recrue des Forces armées canadiennes.
depuis 2008. Donc, ça fait quand même déjà un bon bout de temps. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de cyberdépendance parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va justement, qui prend beaucoup de place présentement dans nos vies. Justement, on en a parlé dans le chat avec la distanciation sociale. Juste me donner un petit tour d'horizon. J'ai vu des noms que je connais beaucoup. Il y a beaucoup de membres de l'équipe de Saint-Jean présentement. Mais ceux que je connais un peu moins, pouvez-vous m'inscrire de quelle région ou quelle ville vous êtes? Ottawa, Belleville, Winnipeg, Valcartier, Kingston. Excellent, c'est bon. On a un bon échantillonnage. Gatineau, Valcartier cet été, c'est bon. Excellent. Donc, je vais me recacher et on va commencer sans plus tarder la présentation. Donc, je vais y aller avec, pour ceux qui sont habitués, qui ont vu plusieurs sur la santé, donc, n'oubliez pas que c'est le matériel est une propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. C'est sûr que le sujet peut avoir des natures sensibles, pas appropriées pour les enfants. Encore là, on se fie à la discrétion des parents. Et aussi comprendre qu'on essaie de garder ce qui est discuté ce matin via le chat room ou pendant la présentation, on essaie de garder ça pour nous. C'est pour notre bénéfice personnel et non pour partager avec tout le monde. Évidemment, le séminaire est enregistré, il va pouvoir être visionné ultérieurement sur Connexion Fac. Vous pouvez être plus passif, mais dans le fond, vous pouvez aussi participer. Je vous encourage fortement à participer à la présentation. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais vous répondre à mesure sur le chat room. J'aime bien les interactions pour aller chercher un peu plus vos besoins. Donc, plus précisément, ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui, ben, c'est vraiment de comprendre ce qu'est la cyberdépendance, peut-être faire une petite introspection à savoir est-ce qu'on pourrait être cyberdépendant. Donc, on va essayer de la reconnaître. Et bien sûr, les types, parce qu'il y en a plusieurs. Souvent, on va se référer à un seul. Là, j'ai quelqu'un j'ai mes slides qui changent toutes seules. Désolé, un petit défaut technologique présentement. Ça, c'était Maxime. Donc, salut Maxime, merci de te joindre à nous. Maxime va être mon co-facilitateur ce matin. Donc, il va m'aider à travers la présentation. Donc, l'idée aussi, c'est de terminer avec justement comment la prévention via la cyberdépendance et s'il y a des problématiques, comment décrocher. Donc, comme on le sait, l'utilisation d'Internet devient quelque chose d'assez exponentiel dans nos vies, en particularité en ces temps de confinement. Donc, plusieurs câbleaux-distributeurs ont remarqué une hausse de l'utilisation d'Internet. Donc, juste à titre de référence, j'ai regardé sur les sites web, Bell dénote une augmentation de 60% en journée d'utilisation d'Internet et 20% en soirée. Souvent, en temps normal, l'utilisation était surtout les heures de pointe de l'utilisation étaient surtout le soir, mais là, c'est vraiment plus réparti dans la journée. Aussi, au niveau de Internet World Statistics, on estimait qu'au Canada, il y avait 33 millions d'utilisateurs d'Internet.
Et l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en Amérique du Nord, c'est 1 à 10% des gens qui pourraient souffrir de la cyberdépendance. Donc, au Canada, ça pourrait osciller entre 330 000 à 3 300 000 personnes qui pourraient souffrir de la maladie de la cyberdépendance. Donc, c'est une problématique qui gagne à se faire connaître. Elle peut prendre aussi d'autres noms. Connaissez-vous les autres noms qu'on peut donner à la cyberdépendance? Ça va me donner aussi un test à voir là, si vous m'entendez bien. Donc, sur le chat, vous pouvez m'écrire d'autres noms que vous pensez que ça peut avoir la cyberdépendance. Accro des jeux vidéo, effectivement. Trouble d'utilisation des TI, oui. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est des peurs qui sont maintenant aussi associées à l'utilisation d'Internet. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'acronyme FOMO? C'est effectivement la peur de manquer. Et on a aussi la FOBO, qui est la Fear of Being Offline. Et il y a la nomophobia, qui est la peur de ne pas avoir son téléphone cellulaire. Donc, c'est tout aussi des sous-catégories qui peuvent se présenter ou prendre la forme de cyberdépendance aujourd'hui. Effectivement, nomophobie. Donc, plus précisément, on va essayer de définir justement ce qu'est la cyberdépendance. Donc, on vient d'en parler un peu. Plus précisément, ce qu'on dit ici, c'est la cyberdépendance se traduit par l'utilisation persistante et récurrente des technologies, des moyens de communication offerts par Internet qui engendrent des difficultés chez l'individu. Ou que ça devient un risque, c'est vraiment quand il y a des problèmes, soit au niveau psychologique, physiologique, social ou professionnel, qui s'installent chez la personne. Donc, la plupart des gens, comme on l'a vu, c'est 1 à 10% des gens qui vont en souffrir de la dépendance. Ça veut dire la plupart des gens, à peu près 90% et plus, vont avoir un usage dit normal des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'ici et là, comme dans tout dans la vie, des fois, on va avoir des écarts. On va aller peut-être un peu plus loin que prévu, mais par nous-mêmes, la plupart du temps, on est capable de revenir à une utilisation normale. Donc, justement, comment on peut évaluer qu'on devient cyberdépendant? Donc, je vous relance la question encore. Donc, c'est quoi, vous, vos points de repère pour savoir quand est-ce qu'on a franchi la ligne ou qu'une personne pourrait avoir franchi la ligne et devenir cyberdépendant? Effectivement, si on oublie de manger ou dormir, quelqu'un qui n'a plus de contact réel, effectivement, c'est des points qu'on va évaluer. Lorsque ça affecte le sommeil, nos relations avec de personne à personne. Effectivement, le sommeil, on va en parler, puis il va y avoir beaucoup d'ateliers prochainement sur le sommeil. Effectivement,
Agressivité lorsqu'on demande d'arrêter. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des enfants, mais on peut le remarquer chez certains enfants quand on leur demande de déconnecter, deviennent un peu agressifs. Isolement, effectivement. Déni, oui. Donc, très bien. Je vais vous envoyer aussi, je vais faire un test, je vais essayer de vous envoyer un lien. Un petit test que vous pourriez faire plus tard. Pour évaluer un peu justement votre niveau. Oui, effectivement, on est pressé de retourner jouer, donc on se dépêche de faire les tâches puis on retourne. Donc, vous pourrez cliquer sur le petit lien, puis plus tard, aller faire le test qui a été proposé. Ça permet de se donner une petite idée. Évidemment, ça demeure toujours un test. Si on a des craintes plus grandes, il faut vraiment aller consulter un professionnel de la santé. Donc, les points vraiment qu'on va regarder chez la personne, c'est l'utilisation excessive d'Internet. Donc, ça ici, on parle vraiment d'une personne qui va essayer de se fixer peut-être des limites, mais que dès qu'il va commencer à jouer, il va perdre la notion du temps. Ou va commencer à écouter une série, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté King of Tiger, Tiger King, excusez, sur Netflix. Ben là, on va essayer d'écouter un épisode, mais finalement, on embarque dans l'histoire et on écoute la série d'un coup. Ou même chose avec Game of Thrones, on va faire un marathon, on va écouter toutes les saisons une après l'autre sans arrêt. Donc, c'est vraiment, on tombe dans l'excès de l'utilisation d'Internet. Par la suite, on peut vivre aussi des états de manque. Donc là, vraiment, les gens vont se sentir inconfortables quand ils ne sont pas en ligne. Peu importe les activités qu'ils vont pratiquer, quand ils ne peuvent pas y accéder, c'est vraiment leurs pensées sont orientées vers ça et vont vraiment avoir un état de manque relié à cette non-utilisation-là. Et bien sûr, comme toute dépendance, il va y avoir une tolérance. C'est sûr qu'au début, le joueur va peut-être jouer quelques heures, par la suite, l'état de fatigue va s'installer, puis il va arrêter de jouer naturellement. Mais comme les jeux ont souvent été, les émissions ont été faites pour nous accrocher, ben là, on va développer une certaine tolérance, puis on va pouvoir écouter de plus en plus sur des longues périodes de temps la télé ou jouer à des jeux électroniques, à être connecté. On peut le voir aussi au niveau du travail, donc on va passer beaucoup plus de temps assis devant nos écrans qu'auparavant. Et bien sûr, c'est quand il y a des conséquences négatives reliées à notre usage d'Internet. Donc, on en a parlé beaucoup. Effectivement, les premières choses qu'on va noter, problèmes avec les gens de notre entourage. Donc, problèmes professionnels, conjugaux, de relations, on va perdre des amis à travers cette dépendance-là. Donc, vraiment, ça vient encadrer la personne. Donc, si on rentre dans les signes et symptômes et conséquences de la cyberdépendance. Donc, quels sont des signes physiologiques que vous pourriez ressentir par rapport à votre usage d'Internet, un usage excessif d'Internet? Irritabilité, état de manque. Hyperactivation mentale, effectivement. Perte de conscience. Effectivement, on tombe dans l'extrême. Ce qu'on peut voir de façon plus fréquente, c'est le syndrome du canal carpien, donc problème au niveau des poignets. On va voir aussi beaucoup de sécheresse des yeux
maux de dos, migraines chroniques. Donc, souvent aussi, ce qu'on remarque, c'est quand les gens sont beaucoup sur leur téléphone, ils ont la tête légèrement inclinée vers l'avant, donc tout ce qui est au niveau des cervicales, ça vient très irrité, très tendu, même que certaines études ont démontré que chez les jeunes enfants, on commençait à avoir des problématiques où ils voyaient ce qu'ils appelaient la bosse de sorcière arriver plus fréquemment chez les jeunes qui sont tout le temps la tête penchée par en avant pour être sur leur téléphone. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est la négligence de l'hygiène personnelle des gens qui ont des troubles reliés à l'usage d'Internet. Donc, souvent, ben, surtout en période de confinement, ben, on repousse peut-être un peu les douches. On peut le voir aussi un peu plus ceux qui à la maison qui ont des adolescents ou de jeunes adultes. En période de confinement, on peut le remarquer peut-être un peu plus. Tout ce qui est relié aussi à l'alimentation irrégulière. Donc, en plus de la sédentarité que souvent l'usage d'Internet va apporter chez les gens, on va avoir plus de malnutrition. Donc, les gens vont manger plus des finger food, de la junk food, excusez pour l'anglicisme, mais vont vraiment manger des petites grignotines, souvent sucrées ou salées, riches en calories, très peu de nutriments dedans. Donc, ça va vraiment s'associer beaucoup à ces types de dépendances-là. Ce qui peut amener aussi des problématiques d'obésité chez les gens. Et bien sûr, on en avait déjà parlé, l'insomnie, l'exposition à la lumière bleue des écrans. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler, du moins c'est ce que j'imagine, à quel point ça vient affecter notre cycle de sommeil en tant qu'être humain. Donc, ça peut être des signes qu'on va remarquer chez les gens. Par la suite, il va y avoir les signes psychologiques. Ça, vous en avez parlé beaucoup. Mais pour la personne et pourquoi elle ne voit pas la problématique, c'est que pour elle, ça va lui procurer un sentiment de bien-être. Elle va être à sa place. Donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont aller se faire des avatars pour justement contrecarrer peut-être un monde plus difficile dans la réalité, montrer un autre aspect de eux, vont aller chercher de gratification auprès de leur père via leur performance sur les jeux électroniques en particulier. J'ai pas de données à savoir si les filtres sur les téléphones fonctionnent bien. Je crois que c'est toujours à l'étude. Je crois que c'est quand même bon d'y penser. Je sais qu'aussi, il y a beaucoup de sites qui suggèrent d'allumer une lumière rouge en arrière-plan pendant qu'on utilise les téléphones en fin de journée pour justement contrecarrer un peu l'effet des lumières bleues. Mais je ne sais pas si au niveau des études, il y a beaucoup d'études qui prouvent est-ce que ça fonctionne réellement. Je pense que ça reste à déterminer. Je pense que c'est prometteur, mais je ne sais pas si scientifiquement c'est prouvé. Par la suite, ben, au niveau psychologique, ce qu'on peut détecter aussi chez la personne, c'est les pensées obsédantes. Donc, il va seulement penser à son jeu. Donc, ça va devenir son centre d'intérêt unique. Il va que d'en parler. Ça peut être aussi, il va devenir souvent accro à une compagnie. Donc, souvent, on peut voir les gens qui vont être plus Android ou Apple. Donc, les gens vont vraiment être obsédés par ces pensées-là. Ils vont anticiper les prochaines sessions, mais ils vont aussi anticiper la sortie des prochaines technologies pour mieux performer sur Internet. Donc, les nouveaux téléphones, prendre des plus belles photos, plus grande autonomie. Donc, souvent, beaucoup de petits gadgets qui vont se rajouter par la suite. Au niveau où ça commence à être problématique, c'est justement quand la personne est hors ligne, on voit beaucoup de sentiments de dépression, d'anxiété ou d'irritabilité, si vous l'aviez bien mentionné, de la personne. À l'autre aussi, il peut y avoir des sentiments de culpabilité ou de honte.
Donc, ça, c'est les personnes un peu, là, on en avait parlé aussi, le déni, ou que la personne se sent coupable de jouer ou fait semblant de ne pas vraiment connaître de quelle série on parle, pour ne pas avoir l'air de la personne qui est dépendante ou accro à Netflix ou à ces jeux électroniques-là. Et justement, incapacité de cesser ou diminuer l'usage. La personne va reconnaître qu'il y a une problématique, mais toute tentative par elle-même d'essayer de corriger le tir va être infructueuse à long terme. Et les conséquences, ceux-là, je vais aller rapidement parce que vous les avez bien répertoriés jusqu'à présent. Mais peut-être ceux qu'on voit moins, c'est les mensonges à propos de l'utilisation d'Internet. J'ai écouté un TED Talk récemment sur justement un gamer qui parlait de son expérience. Puis un des mensonges qu'il avait fait à son père, c'est qu'il avait fait croire qu'il y avait un travail. Donc, à tous les matins, son père allait le porter au travail. Et quand son père était hors de vue, il retournait à la maison, se faufilait dans sa chambre par la fenêtre et allait jouer toute la journée à la maison, au lieu de travailler comme il avait dit à son père. Donc, c'est vraiment des stratégies qu'on peut voir chez les personnes dépendantes. Ils vont aussi mentir sur l'utilisation réelle qui font des réseaux sociaux d'Internet. Et vont aussi investir beaucoup d'argent. Donc, pour avoir ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, des upgrades, soit dans le jeu, ou avoir des fonctionnalités, bloquer des choses sur Internet, ou encore là, comme je dis, juste se procurer le dernier téléphone à la mode et aussi avoir accès au réseau partout. Donc, ça peut être des forfaits Internet très dispendieux pour la personne. Donc, ça, c'est un peu des conséquences. Est-ce qu'il y en a dans les conséquences que je n'avais pas mentionnées que vous êtes, qui selon vous demeurent de bons indicateurs que les personnes pourraient être dépendantes? OK. Donc, je vois que j'ai bien résumé les choses. Donc, ça, c'est vraiment les points qu'on va essayer de dénoter chez la personne. Donc, encore là, on n'essaie pas de faire d'autodiagnostic, mais si on a la puce à l'oreille, on essaie de consulter un professionnel de la santé pour bien évaluer la situation. Maintenant, je vous relance avec encore une question. Seriez-vous en mesure de me nommer, c'est quoi les types de cyberdépendance? On est nommé déjà beaucoup. Donc, je vais voir si vous avez porté attention à la présentation jusqu'à présent. Puis, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été nommés selon vous? C'est bon. Dans ce cas-là, je vais y aller d'emblée. On va commencer avec la première. C'est la dépendance aux activités sexuelles en ligne. Et encore là, il y avait certains articles qui ont été présentés récemment où il y a eu une forte hausse effectivement, les gens, là, je viens de voir le commentaire de Manon, effectivement, les gens, c'est d'être vus partout sur Internet, donc de bien se mettre là. Les influenceurs sont peut-être un bon exemple à ce niveau-là. Donc, comme j'allais dire, pour les activités sexuelles en ligne, effectivement, il y a eu une hausse d'achalandage sur les sites pornographiques pendant le temps du confinement. Mais ça peut prendre d'autres formes aussi.
Donc, il y a aussi les gens qui vont chercher des partenaires sexuels en ligne. Donc, ils vont investir beaucoup de temps et toutes leurs actions vont être faites pour assouvir ce besoin-là. Et peut-être justement un peu plus en lien avec ce que Manon vient de dire, la cyber-relation et les médias sociaux. Donc, où que les gens vont investir beaucoup de temps sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, justement par peur de manquer quelque chose, le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est un peu ce qui est entretenu ici. Les gens, excusez, les gens vont tout le temps souvent avoir aussi un écran de Facebook, Twitter, le téléphone à portée de leur ordinateur pour justement voir l'actualité défiler devant eux. Ils vont prendre, comme Manon le disait, vont mettre leur vie de l'avant sur les réseaux sociaux, donc vont afficher chacun des repas qu'ils vont prendre, partir faire du gym, ainsi de suite. Donc, vont vraiment mettre toute leur vie sur ces réseaux sociaux-là. Et vont vraiment prioriser le nombre de réactions que leur post, excusez encore l'anglicisme, va générer plutôt que vraiment entretenir des relations physiques avec les gens proches d'eux. Par la suite, bien évidemment, la plus répertoriée, celle qui a été le plus étudiée, c'est vraiment la dépendance aux jeux vidéo. Donc, elle est décrite dans le DMS-5 comme suit. Donc, une utilisation persistante et répétée d'Internet pour pratiquer des jeux, souvent avec d'autres joueurs conduisant à une altération du fonctionnement ou d'une détresse cliniquement significative. Seriez-vous capable de me nommer les types de jeux auxquels les gens peuvent participer en ligne? Fortnite, effectivement. Twitch. Effectivement, Twitch, c'est une plateforme où que les gamers se réunissent pour jouer en ligne. C'est un peu comme le RDS du jeu vidéo. Grand Theft Auto, oui. Oui, les jeux de casino. Les casinos sont maintenant rendus au bout du doigt sur nos téléphones. Effectivement. Candy Crush, donc oui, des plus petits jeux. Donc, effectivement, c'est des jeux sociaux qu'on va appeler où que les gens vont se réunir en ligne pour aller jouer un jeu. Ils sont vraiment créés pour accrocher le joueur. Et aussi, les compagnies vont rajouter des bonus aux joueurs qui sont prêts à payer pour améliorer leur performance. Comme dans Candy Crush, tu peux payer pour avoir des tours supplémentaires. Donc, c'est vraiment spécialement fait pour entretenir un peu notre dépendance. Il y avait même je ne sais pas si c'est une anecdote ou une réalité, mais au niveau, il y a beaucoup de gens qui ont créé le jeu Fortnite avec l'aide de psychologues pour justement s'assurer que le jeu était addictif au niveau. Mais je crois que c'est plus au niveau anecdotique que réaliste à ce niveau-là. Mais effectivement, les jeux sont faits pour nous accrocher et nous garder le plus longtemps possible en ligne. Ce qui fait que beaucoup de gens vont investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans ces jeux-là. Ils peuvent avoir justement d'autres problématiques. Donc, encore là, ça je l'ai déjà mentionné, il y a une préoccupation face aux jeux en ligne. Donc, c'est vraiment leur pensée. Ils vont tout le temps être aussi très attachés à leur communauté. Souvent, dans les jeux en ligne, on va essayer de créer une communauté de gens. Et là, les gens vont essayer de toujours être présents pour leur
je vais utiliser encore les termes en anglais, leur guild, pour pouvoir aider leur équipe à mieux performer, à avoir des meilleurs scores, à aller faire leur mission, ainsi de suite. Donc, on va investir beaucoup de temps. Encore là, il y a un bon aspect à ça. Il faut juste éviter que les gens finissent par en tomber dans l'excès et comprendre que la roue va continuer même si on n'est pas présent pour une journée. Encore là, tolérance, tentative infructueuse de contrôler, les mensonges dans l'entourage, peu d'intérêt. C'est surtout ce qu'on remarque chez les jeunes enfants qui commencent très jeunes à jouer, c'est qu'ils vont perdre beaucoup d'intérêt pour les autres activités qui n'ont pas de lien avec Internet ou le jeu vidéo auquel ils participent. Et bien sûr, justement, ils vont continuer à jouer malgré des conséquences néfastes. Et effectivement, on a vu plutôt des gens qui tombaient inconscients, mais ça se voit beaucoup, plus fréquemment peut-être en Corée. Je sais qu'il y avait beaucoup d'histoires sur les médias qui avaient sorti sur des gens qui tombaient inconscients dans les cafés Internet, dû à des longues heures passées à jouer sans boire, sans manger, sans aller aux toilettes. Donc, on peut comprendre les inconvénients que ça peut poser chez une personne. Ça peut mener aussi jusqu'à la perte d'emploi, parce qu'il y a des gens qui vont aller, vu que les jeux sont maintenant accessibles partout, vont vraiment favoriser le jeu au lieu de faire leur travail. Donc, ça aussi, c'est des choses qui ont été notées. Les transactions en ligne. Donc, souvent, beaucoup de gens veulent se faire un revenu d'appoint. Donc, vous avez sûrement tout entendu parler des Kijiji, les packs Amazon, donc tous ces sites d'achat-là qu'on peut faire, mais il y a aussi toutes les transactions boursières en ligne maintenant qui peuvent être effectuées à partir de la maison. Donc, encore là, les gens vont passer beaucoup de temps à vérifier l'état de leurs finances, l'état de leur site de vente pour voir est-ce que ça vend, est-ce qu'il y a des gens qui ont été voir, ainsi de suite. Donc, ça va venir prendre beaucoup de place au niveau de la vie de la personne. Et la recherche d'informations. Donc, aujourd'hui, encore là, je pense que c'est quelque chose oui, le day trading, effectivement. La recherche d'informations, c'est quelque chose qu'on fait tous un peu en ces temps d'incertitude. On va essayer d'en connaître un peu plus sur la situation, avoir suffisamment de connaissances, ou bien ça vient réduire peut-être pour certains le niveau de stress, mais faut faire attention donc que ça ne devienne pas, encore là, prendre trop de place dans notre vie. On peut voir aussi le cyber-ramassage. Ça aussi, j'ai une anecdote à ce niveau-là. Donc, je suis reconnu beaucoup dans mon équipe, dans mon milieu à Saint-Jean comme un peu le geek du groupe. Donc, j'ai aidé beaucoup de personnes à se débloquer avec leur ordinateur ou justement ceux qui connaissent un peu dans l'implantation de SharePoint. Donc, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de collègues, pas dans mon équipe immédiate, mais dans l'équipe du PSP, qui amassaient beaucoup d'informations sur leur ordinateur. Donc, il y en a des gens qui ramassaient, qui cumulaient les courriels. Ça pouvait aller jusqu'à 10 ans pratiquement de leur embauche, pratiquement 10 ans d'archives de courriels enregistrés sur leur ordinateur. Pour être sûr que si les politiques changeaient, bien, ils étaient capables de retracer toute l'information jusqu'au début. Donc, il y a peut-être des fois un extrême à ne pas y aller et de plus en plus, on se rend compte le coût écologique de ramasser beaucoup. Oui, effectivement, l'infolisme, c'est une autre façon de décrire la recherche d'informations. Donc, le stockage d'informations sur le web a quand même un coût écologique très grand. Faut juste penser aux serveurs qui doivent être créés et refroidis constamment. Ils sont souvent dans des zones du monde où ils n'utilisent pas des énergies vertes
pour les entretenir. Donc, ça fait le tour un peu des types de formes que peut prendre la cyberdépendance. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, le côté plus important, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est vraiment comment décrocher de la cyberdépendance, ou justement, on va en parler peut-être aussi plus tard, comment la prévenir. Donc, d'emblée, je vous lance un peu la question. C'est quoi, vous, vos trucs pour décrocher d'Internet? Prendre une pause, justement, présentement, dans la situation auquel on est exposé présentement. Effectivement, aller dehors tout en gardant notre distanciation. Se fixer des limites, oui. Toujours fixer des limites réalistes. Limiter le temps. Effectivement, on peut souvent aussi utiliser un chronomètre. Lire un bon vieux livre de papier. Effectivement, projet de maison, effectivement. Donc, on va, je sais que il y a beaucoup de gens qui en profitent pour redécorer à la maison, faire des projets qui avaient été remis peut-être trop souvent. Donc, on reprend le temps de redécorer, rénover la maison. Pas de cellulaire dans la chambre. Effectivement, ça, c'est dans les premières recommandations qu'on va faire. Faire du ménage d'un Tupperware, oui. Gestion du temps et des activités, effectivement. Donc, on va essayer d'avoir une bonne variété d'activités. Cuisiner, effectivement. On prend le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et on le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens se sont remis à la cuisine en ces temps de confinement. Donc, on redécouvre le plaisir de cuisiner, effectivement. Donc, idéalement, si on remarque que justement, l'usage d'Internet prend beaucoup de place dans notre vie, mais c'est d'essayer d'un peu changer les routines et ses habitudes. Donc, on peut essayer de changer les écrans de place ou essayer de se connecter à des heures différentes. Donc, pour éviter justement d'être connecté en même temps que les gens qui vont nous inciter à rester plus longtemps sur les réseaux sociaux. Un autre truc que j'avais vu aussi qui peut bien fonctionner avec les enfants, c'est que sur certains sites web d'éducation d'enfants, on suggérait de cacher tous les écrans. Donc, les téléviseurs, tout ça, c'est de les mettre dans des meubles qu'on peut refermer des portes. Juste le fait qu'ils soient hors de notre vue fait en sorte qu'on y pense moins. Donc, ça peut justement réduire l'usage qu'on va en faire. On en a parlé, utiliser la minuterie. Pas oublier aussi de faire le ménage dans nos appareils. Donc, se défaire de certains appareils peut-être qu'on a moins besoin, évaluer qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce que chaque membre de la famille a besoin d'un téléphone, d'un iPad, d'un ordinateur, d'une console, d'une télévision dans sa chambre? C'est peut-être justement des points qu'on peut réévaluer en famille en ces temps de confinement pour être sûr qu'on ne tombe pas dans l'abus. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut établir des objectifs qui sont réalistes. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a qui ont vu le documentaire Byte d'Alexandre Taillefer? Qui parle justement de la... Oui. Donc, vous rappelez-vous le nombre d'heures que les jeunes enfants disaient qu'ils passaient à jouer à des jeux vidéo? Effectivement, trop. On parlait dans certains cas de 80 à 100 heures par semaine, sans compter ses autres activités quotidiennes de jeux électroniques. Donc, c'est sûr que si on demande à cette personne-là qui va jouer 80 à 100 heures de diminuer à 10 heures par semaine,
ou 14, parce qu'on suggère souvent pour les enfants à peu près 2 heures de télévision d'écran par jour. Donc, il y a une marge qui est peut-être irréaliste. Il faudrait peut-être y aller plus progressivement à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment d'être réaliste dans les objectifs qu'on va fixer aux gens, surtout si c'est quand on parle d'enfants. Se faire des aides-mémoire. Donc, on peut se le mettre sur notre écran, à côté ou à proximité. Nos objectifs qu'on veut atteindre, se poser les questions, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller sur Internet? Est-ce qu'on peut le faire autrement? Est-ce qu'on peut aller chercher l'information? Est-ce qu'on peut utiliser le téléphone de maison? Je sais qu'il y en a de moins en moins, mais il y a peut-être encore des gens comme moi qui ont un téléphone de maison pour parler avec les gens directement. Donc, c'est de revoir nos objectifs et se faire un aide-mémoire pour ne pas les oublier. Et trouver des activités plaisantes de détente. Donc, vous les avez mentionnées. Donc, on va dehors, on va lire un livre, on reconnecte avec d'autres types d'activités, faire un casse-tête, ça peut être ça, mais c'est de trouver vraiment quelque chose qui va venir chercher notre intérêt à ce niveau-là. Et on peut faire aussi une petite balance décisionnelle. Donc, on se prend une feuille de papier puis on marque d'un côté les avantages d'être sur Internet et les inconvénients que ça peut nous imposer ou nous faire subir. Donc, sur ça, on va pouvoir être en mesure de bien évaluer est-ce qu'on est toujours dans la bonne voie ou s'il y a des changements à apporter à ce niveau-là. Je vais demander aussi à Maxime de partager le petit document sur les jeux vidéo. Donc, c'est un petit guide qui a été fait par Énergiser les forces qui peut aider justement les gens à mieux contrôler et à reconnaître les problématiques. Donc, Maxime, si tu m'entends, tu peux partager le document. Vous allez pouvoir aller le télécharger par la suite si vous voulez le conserver. Donc, prévention, je vais ici peut-être justement parler un peu plus au niveau des enfants, parce qu'encore là, contrairement, je disais peut-être à moi, eux, ils sont nés en connaissant seulement qu'une seule chose, Internet était dans leur vie, était présent dès leur naissance. Donc, l'idée ici, c'est toujours de leur faire apprendre que oui, ça fait partie de la vie, mais il faut bien comprendre qu'il y a d'autres activités. Donc, souvent, un psychologue de la petite enfance en France, lui, avait pratiqué les règles 3, 6, 9, 12. Donc, selon lui, en deçà de l'âge de 3 ans, un enfant n'a pas besoin d'être exposé à un écran. Donc, il faut vraiment l'inciter à faire d'autres types d'activités pour qu'il découvre le monde qui l'entoure, qu'il découvre comment interagir avec les gens. Et par la suite, de 3 à 6 ans, c'est là que va commencer l'intégration des écrans. Et encore là, on va peut-être le faire un peu plus au niveau des jeux éducatifs, si on décide de faire les jeux, ou des missions éducatives. Et souvent, c'est aussi éviter de les initier trop tôt à écouter des séries télévisées. Parce que les séries télévisées, on le sait bien, sont faites pour accrocher la personne. Donc, il va toujours avoir, excusez encore l'anglicisme, mais un cliffhanger qui va faire que la personne va vouloir voir la prochaine épisode et ne pourra pas s'arrêter à la fin de l'épisode et va en écouter un deuxième, peut-être un troisième, ou jusqu'à temps qu'il s'endorme devant la télé. Donc, si on le fait écouter un film à la place, c'est plus facile de mettre le film sur pause, le recommencer le lendemain,
ou même le film a vraiment un début et une fin. Donc, par la suite, l'enfant va passer naturellement à autre chose. Encore là, 6 à 9 ans, mais là, on va introduire peut-être un peu plus justement d'autres types de jeux, mais on veut toujours garder l'aspect cognitif. L'intégration pour lui des réseaux sociaux se ferait plus vers l'âge de 12 ans. Donc, on va essayer de les exposer le moins possible à tous ces TikTok de ce monde, ou même les Facebook jeunesse. Je sais que présentement, aujourd'hui, c'est peut-être la façon de garder le contact avec leurs amis, mais il ne faut pas aussi négliger peut-être l'appel téléphonique qui peut être tout aussi bénéfique dans certains cas. D'autres conseils qui peuvent être utilisés, ben, c'est utiliser un logiciel de contrôle parental. Beaucoup de câbleaux-distributeurs présentement l'offrent gratuitement, donc il suffit de bien le comprendre pour être en mesure de bien contrôler ce à quoi notre enfant va pouvoir être exposé ou pas. On peut bloquer des applications ou des sites web en plus de fixer des limites de temps. Donc, c'est ce qui peut être très avantageux. Encadrer l'utilisation des écrans et le temps passé devant, bien évidemment. On va, ça je l'ai parlé beaucoup, les vocations éducatives, mais c'est de sensibiliser les enfants à nos craintes, de leur usage, de les impliquer le plus tôt possible dans le dialogue, puis de trouver en commun c'est quoi leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser. Comme ça, pour nous, ça devient peut-être plus facile comme parents de le contrôler. Puis, probablement, le meilleur conseil, et je sais que là, peut-être c'est le plus difficile, c'est d'être de bons modèles comme parents. Donc, c'est de montrer qu'il y a des temps dans la journée que le téléphone ou les écrans n'ont pas leur place. Souvent, beaucoup dans les études, on va parler d'éviter d'avoir des écrans lors des repas. Donc, justement, pour prendre le temps pour connecter avec les gens proches de nous. Comme on l'avait mentionné ou Carl l'avait mentionné plus tôt, éviter d'amener le téléphone dans la chambre à coucher ou de mettre un écran dans la chambre à coucher. Donc, comme ça, on montre vraiment à l'enfant que ça n'a pas sa place dans ces endroits-là. C'est vraiment un endroit pour aller dormir, se reposer, d'être déconnecté. Donc, plus le parent va démontrer son aptitude à être déconnecté, plus facile ça va être pour l'enfant de rester loin des écrans. Donc, il faut vraiment s'impliquer puis engager la discussion avec son enfant à ce niveau-là. Et finalement, ben, si justement, par nous-mêmes, avec les conseils que je viens de vous prodiguer, il y a toujours des problématiques, vous connaissez des gens qui ont peut-être encore des problématiques, ben, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, aller chercher les ressources. Encore là, la cyberdépendance, c'est une maladie reconnue. Il y a des traitements de plus en plus efficaces. Il faut encore là que les personnes aillent les chercher le plus tôt possible. C'est encore là comme n'importe quelle maladie. Le plus tôt qu'on réussit à aller chercher de l'aide, le plus facile ça va être de s'en sortir. Donc, vous allez pouvoir commencer à télécharger la brochure dont je vous ai parlé pour les jeux vidéo. Donc, ça peut être un outil très intéressant. Voici des références que j'ai utilisées pendant la présentation. En même temps, moi, j'ai terminé. Je vais donc passer à ceux qui ont des questions. Vous pouvez les poser sur le chat. Je vais répondre. C'est mieux. Puis j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir un peu à qui vous appartenez un peu. Donc, militaire, famille militaire. Excellent.
Excellent. Donc, je vais passer à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, mais je vous remercie d'avoir écouté. C'était ma première présentation. J'espère que vous avez apprécié. Merci, Carl. Merci, Nathalie. Ça fait plaisir. Donc, si vous avez des questions, libre à vous. Moi, je vais rester encore un peu. Puis pour ceux qui vont nous quitter pour soit un autre webinaire, promotion de la santé ou retourner à vos enfants, bonne journée. Content d'avoir pu t'intéresser, Manon. Effectivement, prenez le temps de bien répondre. Ceux qui n'ont pas répondu au sondage, sur cette militaire, civil, membre de famille militaire, ça nous aide pour nos statistiques et de savoir à qui on s'est adressé. Bon, ben. Oui. Je pense qu'il reste là. Je vois des petits points verts à côté de certaines personnes. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a Nathalie, Véronique que je vois encore en ligne. Ça s'est bien passé? Oui. C'est pas. Ben oui, rentrer ça dans le temps en plus. Oui, je suis pas pire. On était bien timé. Valérie m'a bien bâti la présentation pour que ça rentre bien. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as vu là, dans la. Il y a une petite section là, en bas à gauche là, qui dit le nombre de personnes qui sont encore là. Ouais. Il y a toi, moi, puis Véronique. Ouais, moi, au début, j'étais avancé les diapos. Là. J'ai pas fait exprès. Là. J'ai comme cliqué. Puis là, j'étais entendu dire que ça avait avancé. Là, puis ouais, ben ça m'a un peu déstabilisé, mais c'était correct. Quand tu l'as dit, j'ai dit, ah, ça doit être Max qui l'a fait. Je pensais que c'était mon ordinateur, mon qui partait en folie, mais non. Ouais. Non, c'était moi. Je me suis. Ben, en fait, j'ai cliqué, je sais pas trop où, là, sur la présentation, puis ça a fait juste avancer la diapo. Ouais. Bon. Faut s'ajuster. Puis, ouais, tu sais, hier, on se demandait. Tu sais, quand Marie-France a comme été flushée. Ouais. C'est ça, là, dans la petite section où est-ce qu'on
où est-ce qu'on peut voir qui est en ligne. Ouais. Là. Bon, là, il n'y a plus grand monde en ligne, mais tantôt, je voyais, c'est ça qu'on peut, on peut autoriser la caméra puis le micro des gens, mais pour chaque personne. Là. Fait que, quand tu sélectionnes une personne, tu peux autoriser son micro, sa caméra, mais tu peux aussi c'est écrit ban attendee, là, comme bannir le participant. Fait que je sais pas si c'est peut-être Mike hier en voulant Mettre les micros. autoriser le micro ou la caméra de Marie-France. Je dis ça de même, là, peut-être qu'il l'a banni à la place. Là. En tout cas, c'est peut-être ça qui est arrivé. C'est ce que je fais. Juste, Véronique, est-ce que tu es toujours là? Je vois qu'elle ne se pose pas trop de questions sur notre discussion. Là, je vois qu'elle est encore en ligne. Là. Ouais. OK. Ça ne répond pas. Mais comment ça te sortait? C'était-tu clair? Là? Ben, pour moi, c'était très clair. Tout était très... le PowerPoint roulait bien. Le son était très bon aussi. C'est ça. Non, ça a bien été. Puis j'ai bien vu que tu avais remarqué que j'avais partagé à la fin la brochure, puis je m'en allais te l'écrire, mais là, je t'entendais en même temps dire « Ah, ben là, où il y a la brochure. » Je dis « Bon, ben OK, il l'a vu popper. » Ouais, c'était ma crainte un peu, c'est que ça allait mettre mon PowerPoint blank, comme je t'avais dit, mais finalement, ça a super bien fonctionné quand tu l'as fait. Tu vois, quand tu vas sur les handouts, là, la section des handouts, où est-ce que j'ai mis la brochure? Ouais, elle reste là. Elle reste là, puis là, c'est écrit 6 clics, 50% de l'audience, donc ça nous dit qu'il y a ça nous dit combien de personnes qui l'ont downloadé. Probablement ceux qui ne font pas partie de l'équipe. Ça se peut bien. Fait que les autres, c'est ça, tu sais. Moi, Carl, Marie-France, Valérie, on l'a probablement tout pas downloadé. Mais puis dans le... Ah, tu vois... Moi, je ne vois pas les réponses. Finalement, tout le monde a répondu. Hein? Tout le monde a répondu à la catégorie. Hein? De quoi, excuse? Ouais, excuse. La question là, sur la catégorie à laquelle les gens appartiennent, là, tout le monde a répondu. C'est écrit 10 réponses au total, 100% de l'audience. Ben, moi, ça, j'ai pas ça. Moi, c'est zéro réponse, 0% d'audience. Mais je vois les lignes. Ah ouais? Je vois qu'il y a plus de MDN civils qui ont répondu, des militaires puis familles militaires, mais je ne vois pas les pourcentages puis le nombre de personnes qui ont répondu à quel choix de réponse. Ah ouais? Ah, bizarre. En tout cas, ça, moi, j'ai les nombres de réponses pour chacun des choix puis les pourcentages aussi. En tout cas. Peut-être aussi quelque chose à vérifier. Je ne sais pas si tu étais là depuis le début. Il y a des gens qui étaient inscrits à une autre présentation. Le stress en lien avec la distanciation sociale, ça se peut-tu? Oui. C'est parce que ça, le problème qui est arrivé, là, ben, on peut-tu raccrocher au pays? Ben non, OK, je vais finir ça. Après ça, je vais arrêter. Ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont publié le calendrier de webinaire pour cette semaine, là, au début, ce qu'on avait donné comme idée, c'était Sam qui allait donner l'atelier aujourd'hui, puis ça allait être le stress et la distanciation sociale. Sauf qu'après ça, on a vérifié, on a demandé si... ils nous ont demandé si Sam il avait sa formation Stress Take Charge. Mm-hmm. Puis là, ben, on a répondu que non. Fait que là, à cause de ça, ils ne pouvaient pas donner cette présentation-là, étant donné qu'ils n'étaient pas formés. Sauf que dans ce temps, avec le délai et tout ça, ben le délai. Le calendrier était déjà publié sur Connexion Fac. Fait qu'il y a des gens qui sont inscrits à ça, stress et distanciation sociale.
Sauf que par après, ben, ils ont modifié le calendrier, étant donné que Sam n'avait pas sa formation. Et, Fait qu'il y en a qui ont été rapides sur l'inscription, j'imagine. ah, ben, j'imagine. Puis par après, ben, tu sais, ils n'ont pas remarqué que finalement, c'est sur la cyberdépendance. Je pense que c'est ça qui est arrivé. OK. C'est bon. Ça l'explique, OK. Ouais. Ça, je n'étais pas sûr. J'étais comme pas. Je n'ai pas pu lui répondre tant que ça. Là. Je dis, ben, je m'excuse, je n'étais pas au courant qu'il y avait eu une autre formation en même temps, mais c'est pas ça, je pensais pas qu'il avait été déjà publicisé, celui de Sam. Je m'en allais répondre. Je pense que c'était une madame qui s'appelle Manon, là, ou je ne sais pas trop qui. Là. Je m'en allais lui répondre à la fin, mais là, j'ai vu qu'elle était déjà déconnectée. Fait que, mais c'est ça qui est arrivé. Bon, ben, bon, on va passer à d'autres. On va passer à un autre sujet. Absolument. Good job. Fait que bonne journée. Merci, Max. OK, ça fait plaisir. Bye bye. Désolé. Yes.